Alors la partie 2 de la conférence à Chinon qui a eu lieu ce week-end, je vais pas trop parler, la plupart d'entre vous ont sans doute déjà vu la partie 1 et j'ai reçu beaucoup de messages d'impatience pour voir la partie 2. Toujours un peu en retard pour publier la partie 3 de Strasbourg et d'autres vidéos et surtout une annonce importante. Vous savez, depuis des années, je vous parle des 5 fantastiques, je vous parle des 6 maléfiques, je vous parle depuis 2 ans de ma lettre Substack qui est vraiment importante et je trouve qu'elle prend beaucoup d'ampleur parce que c'est le contenu sur lequel je réussis à atteindre le niveau de qualité qui a été celui de toute ma carrière. Autant dans les vidéos, dans les tweets, dans tout ça, je ne peux pas exprimer, entre guillemets, ce qui explique, ce qui choque un certain nombre d'entre vous, mais les personnes que j'ai croisées, les personnes qui ont voulu investir, entre guillemets, sur moi, sur un certain nombre de choses, ça se traduit dans mes Substacks. Et pourquoi je dis ça particulièrement ce soir en faisant cette introduction parce que j'ai passé beaucoup de temps, vous savez, à observer, à étudier, à analyser, en fait, depuis toujours, depuis mon enfance, la géopolitique m'intéresse, la géopolitique internationale. J'étais fasciné par Poutine depuis son apparition dans le paysage, mais également par Trump depuis 2001, quand il s'exprime depuis un hélicoptère au-dessus des tours jumelles qui se sont écrasées, mais également par Xi Jinping, dont la carrière est incroyable, par Ben Salman, qui est le petit-fils de Faisal, et bien sûr par Elon Musk, qui est un personnage complètement incroyable. Et donc, j'avais besoin de faire cette lettre. Vous savez, il y a beaucoup de... Celle qui sera publiée demain. Il y a beaucoup de personnes qui me disent mais fais un mea culpa par rapport à Trump, fais un mea culpa par rapport à ci et ça. Mais je crois qu'en fait, parfois c'est vrai que j'ai beaucoup d'impatience entre guillemets parce qu'il y a plein de trolls, parce qu'il y a plein de débiles, parce qu'il y a plein de paranoïaques. Et la société fait ça. La société, vous savez, 91% de réussite au bac, évidemment réussite d'une génération. C'est stupéfiant. Ça veut dire qu'il y a un nivellement par le bas qui est terrible. Ce sont des diplômes qui n'ont plus aucune valeur, quasiment même les mentions. Et évidemment, ça se traduit par beaucoup de frustration, beaucoup de désespoir, et il y en aura de plus en plus, parce que tout est fait pour ça, tout est fait pour attiser la haine, tout est fait pour créer la haine, tout est fait pour créer la division, mais également ce genre de soi-disant contrition ou mea culpa, etc. Et c'est encore une fois pas parce que j'essaie de dire autre chose que ce qu'a été mon analyse au fur et à mesure, qui était une analyse en conscience sur toutes ces personnes-là. Mais cette lettre, c'est une synthèse. Et c'est une synthèse avec une forme de convergence, puisqu'elle fait converger l'intégralité de mes projets. Le personnage central, c'est Trump. Et vous verrez, je pense que si vous lisez cette lettre, c'est une lettre qui est absolument réservée aux abonnés, c'est-à-dire aux gens qui ont décidé de m'accompagner. C'est un peu comme un livre. Donc si vous voulez lire cette lettre, c'est comme si vous allez acheter un livre. Peut-être qu'un jour elle sera gratuite à la bibliothèque, mais pour l'instant elle est payante. Et vraiment, je demande à toutes les personnes qui sont déjà abonnées de ne pas transférer cette lettre. S'ils trouvent que la lettre est bien, invitez vos amis à s'abonner, invitez vos amis à faire un effort. Ou à me demander de façon respectueuse la gratuité, mais ne vous permettez pas de la donner parce que je passe vraiment toute ma vie à faire ça. J'essaie d'agir avec beaucoup de dignité en vous respectant au maximum, ou en tout cas en respectant ceux qui méritent de l'être, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et donc je vous demande vraiment de considérer comme un pacte d'honneur, un pacte de loyauté, de dire tout le bien ou le mal que vous en pensez à vos proches, mais véritablement de les inviter à découvrir, parce qu'en fait c'est un cadeau que vous leur faites. Vous savez, parfois
je dis que c'est le genre de lettre que je rêverais de lire. Et je vous assure que même quelques semaines après, quelques mois après, quand je relis les anciennes lettres, je suis... alors ça peut paraître très peu modeste ou ce que vous voulez, mais je suis fier de les avoir écrites, je suis fier de chaque mot que j'ai écrit. Et quand je me suis trompé, parce que ça m'arrive, je comprends pourquoi je me suis trompé et j'essaie de progresser. J'essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs, sachant que ce qui est traité, c'est pas du tout comme une partie d'échecs ou une partie de Go, une partie de dames ou une partie de cartes. Ce qui se passe aujourd'hui, ça concerne l'humain, ça concerne l'humanité entière, ça concerne le temps présent, mais ça concerne également l'histoire, ça concerne beaucoup de choses. Et donc forcément, c'est pas très simple. En tout cas, voilà, parfois je suis un peu fâché et je pense que je continuerai à l'être. Donc j'ai véritablement envie de demander ce que j'ai fait à Karl et à d'autres quand je passe dans leurs émissions, d'arrêter de laisser les trolls pourrir les chats et pourrir les commentaires parce qu'en fait les gens nuisibles n'ont rien à faire et j'essaie d'expliquer parfois, mais il y a beaucoup de personnes qui sont paresseuses mais qui sont par ailleurs sympathiques. La paresse, c'est pas forcément un grand défaut, et qui se contentent de lire les commentaires, et quand les commentaires sont négatifs, ils ne regardent pas la vidéo, mais ils retiennent les commentaires et ils les considèrent comme paroles d'évangile. Et donc ces commentaires en fait sont doublement nuisibles à cause de ça, et c'est pour ça qu'il faut les supprimer, qu'on peut pas les laisser comme ça, parce qu'en fait ils ont un vrai impact, et c'est l'objectif de ces commentaires. En tout cas, je vous souhaite une bonne partie 2 de la conférence à Chinon. Il y aura une suite dans quelques mois à Chinon ou à Tours. Parce que ce qui est sympathique, c'est qu'en général, il y a toujours des suites pour les conférences. Donc je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que pour toute information, bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com, et c'est inscrit en bas de la vidéo. Et si vous voulez découvrir Substack, c'est très simple, vous allez sur substack.com, substack. Mon nom c'est Bertrand55, mais vous verrez apparaître Bertrand Scholler et vous verrez ma photo. Et vous pouvez vous inscrire. Alors c'est vrai que maintenant, compte tenu du temps que j'y consacre et véritablement, je pense, l'intérêt et la valeur de ces lettres, comme la plupart des journalistes citoyens qui ne produisent pas juste de la merde pour dire donnez-moi quelques euros et vous serez très content. Je suis désolé encore une fois, ça balance un peu, mais je ne sais pas comment décrire ça de façon plus courte. Voilà, en tout cas, si vous vous abonnez à la lettre et puis que ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le dire et je serai ravi de vous désabonner. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Abonnez-vous à la lettre en payant ou demandez-moi respectueusement un abonnement gratuit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Non, juste un petit clin d'œil. Je sais que c'est l'été, mais c'est également un excellent moment pour commencer à faire des réserves de miel. Donc ça fait longtemps que j'en parlais pas parce que j'étais tellement occupé avec les lettres que c'était difficile de m'occuper de tout bien. Mais voilà, je vous rappelle que si vous voulez découvrir vraiment de très bons miels, et cette année le miel est extraordinaire, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également faire des dons par chèque, vous pouvez faire des dons par PayPal, vous pouvez faire des dons par Tipeee, ou vous pouvez proposer de m'aider pour faire des montages vidéo, pour faire des animations, pour faire tout type de choses. Je serai ravi petit à petit d'avoir plus d'aide, plus de monde pour rejoindre cette aventure ou pour me proposer bien sûr des conférences. Voilà, en tout cas je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Au revoir. On va vraiment rentrer au cœur du sujet en fait.
Donc tout à l'heure, en la première partie, je vous ai expliqué, je pense, qu'il y a des mots, des formules qui sont importantes parce qu'en fait, elles assassinent notre capacité à faire preuve de libre arbitre, à faire preuve de bon sens, ou voire même à nous exprimer librement. Donc, et je suis en train, en fait, aussi, une des raisons pour lesquelles j'en ai beaucoup parlé, c'est que j'ai profité des 7 heures de trajet pour préparer une lettre sur ce sujet, en fait. Et donc, j'ai pris 20 de ces formules au fil du temps et qui sont utilisées en permanence comme autant de tours de magie, d'ensorcellement ou de diablerie, en fait. Donc j'espère qu'elle sera publiée d'ici lundi ou mardi. En fait, il faut du temps. Mais vous savez, c'est comme si vous faites une composition de musique. En fait, vous faites plein de morceaux en même temps et puis ils sortent. Puis il y en a que j'ai fini depuis longtemps, mais quand je les ai finis, en fait, c'était pas le moment d'en parler. Alors ils sortiront une autre fois. Mais après, une fois qu'ils sont publiés, c'est comme des bibliothèques. Donc pour ceux qui découvrent ou qui découvriront mon Substack, vous verrez, il y a plein de textes. Et puis, vous les prenez et ils apprennent tous quelque chose d'utile. Donc, je vous recommande. Moi-même, j'y retourne de temps en temps. Et donc, on a ces mots, mais on a aussi les images. Les images, les mises en scène. Donc, je vais juste vous donner quelques mises en scène qui ont été marquantes au cours des derniers mois, entre guillemets, et c'est, ou années, donc une première qui a dû marquer la plupart d'entre vous, c'est en mai 2017, Macron est élu et il y a la passation de pouvoir avec François Hollande. Et en fait, il se passe plusieurs choses. Petit 1, un président, il ne faut jamais l'oublier, c'est pas un roi, c'est pas un dieu, c'est un employé de la nation. D'ailleurs, on le rémunère. Il est payé pour accomplir un travail. En notre nom, on l'a élu pour déléguer, entre guillemets, un certain nombre de pouvoirs qui sont mis entre ses mains. Et il y a des organisations, le Parlement, le Sénat, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, qui sont censés être des garants, entre guillemets, des garde-fous plutôt même, ou alors des décideurs, ce qui devrait être le cas en principe du Parlement. Et on a la presse et un certain nombre d'acteurs, les syndicats, qui sont censés jouer un autre rôle. Et dans un pays un peu traditionnel comme la France, on devrait avoir les organisations religieuses qui doivent jouer un autre rôle. Et on se rend compte que les organisations secrètes, qui le sont de moins en moins, jouent un rôle véritablement de plus en plus important. Je vais juste dire en aparté, il y a quelques jours, Emmanuel Macron a été reçu à la Grande Loge de France, donc la Grande Loge nationale de France. Il a fait un discours dans lequel déjà il a utilisé une fois le mot diable. C'est très très rare dans un discours, puisque quand Vladimir Poutine avait dit vampire, ça avait fait le tour du monde. Je vous rappelle, Vladimir Poutine avait fait dans un discours une conclusion en disant c'est bientôt la fin du bal des vampires. C'est quand même vraiment pas quelque chose de neutre, et je serai amené à vous parler des Khazars un peu plus tard dans la présentation. Mais avant de parler du bal des vampires, il avait évoqué les cannibales, le fait qu'ils mangeaient de la chair humaine. Vladimir Poutine. Et là, c'est pas du tout une mauvaise traduction ou autre. Il avait dit c'est des gens qui mangent de la chair humaine, etc. Et c'est bientôt la fin du bal des vampires. Sachant que depuis longtemps, la Russie parle, par l'intermédiaire de beaucoup de personnes importantes, que ce soit le patriarche Kirill, donc qui est le chef de l'église orthodoxe, que ce soit Vladimir Poutine et dans un langage plus diplomatique Lavrov, mais véritablement de guerre du bien contre le mal, ou du mal contre le bien,
Il y a des gens qui préfèrent dire mal contre le bien. En réalité, ça ne change rien. C'est un face-à-face, et un face-à-face dont, cette fois-ci, il ne restera qu'un. C'est comme Highlander, vu le degré d'intensité dans lequel le combat se passe, même si quand vous allez voir les terrasses parisiennes, à Saint-Tropez ou autres, tout est bien, il y a un combat d'une intensité en ce moment qui se joue, qui est d'une violence extraordinaire. Et nous, on le ressent pas forcément ici, enfin à différentes échelles, mais c'est en train de se passer. Et donc, Macron, dans son discours devant la Grande Loge de France, dit quelque chose qui a été pratiquement pas repris et qui est vraiment important. Il dit: la France est la fille naturelle de la République. Et donc, les mots ont toujours beaucoup d'importance, et cela en avait tellement qu'il en a fait un tweet. C'est-à-dire qu'il a fait sur X un post dans lequel il écrit mot pour mot: la France est la fille naturelle de la République. Et c'est très beau. Fille naturelle, République. Sauf que depuis le Code civil de Napoléon, fille naturelle, c'est la formule qui est utilisée pour ne pas dire bâtarde ou fille de pute. Une fille naturelle, c'est une fille dont la mère ne sait pas dire qui est le père, pas parce que c'est Marie, mais parce qu'en fait, il y a trop d'hommes, il y a trop de passages. Et donc, il y avait beaucoup de choses comme ça à cette époque-là. Et donc, une fille naturelle, en fait, c'est une fille de mauvaise vie, entre guillemets. Donc, la France, c'est une bâtarde, entre guillemets, de la République. Or, la France a toujours été appelée la fille aînée de l'Église, ce qui est une rupture considérable. Il ne souhaite pas Pâques, il ne souhaite pas Noël, il ne souhaite pas, mais il dit fille naturelle, alors qu'on est la fille aînée de l'Église. Et dans son discours, comment il fait pour citer le diable? En fait, il complimente la franc-maçonnerie d'avoir été très influente à toutes les époques, et il cite un critique, alors je ne sais plus qui c'était, mais qui dit qu'en fait, la franc-maçonnerie, c'est la fille du diable. Mais il n'utilise pas le mot diable. Je ne sais plus s'il utilise Belzébuth ou... il utilise le mot qu'avait utilisé le lettré, mais il faut réécouter le discours. Il dit vraiment ce mot. C'est-à-dire, mais c'est glissé comme ça, comme une référence littéraire en fait, une citation. Mais une citation de quelqu'un qui dit que la franc-maçonnerie, c'est la fille du diable en fait. Donc il y a la fille naturelle de la République qui a besoin de la fille du diable pour savoir comment réfléchir à son dessein. Et c'est lui qui le dit, c'est nous qui l'observons, c'est nous qui le validons. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle un pacte diabolique, puisqu'en fait il nous dit la vérité. Mais comme on refuse de l'entendre, parce que c'est tellement vertigineux, dans un pays laïque qui est en fait, depuis la loi de 1905, censé ne pas être porté à la chose religieuse. Et si vous regardez avant 1905, dans les tribunaux, dans les mairies, etc., etc., qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un Christ en croix, partout. Vous prenez des films, par exemple, des reconstitutions de l'époque, invariablement, vous regardez Monte Cristo ou autre, il est jugé devant le Christ, et on fait serment devant la Bible, pas sur le code civil ou pas en l'air. C'est très important. Et d'un seul coup, il y a une rupture, en fait. On est déconnecté de la chose spirituelle, alors que le sont de plus en plus, mais c'est inversé, en fait. C'est-à-dire là où nous, on avait une forme d'élévation, en fait, l'idée, c'est d'aller vers le bas. Et pourquoi je parle des photos? Parce qu'en fait, depuis 2023, la photo d'Emmanuel Macron est obligatoire. Ça, vous allez chercher, vous allez voir, ça va vous prendre 2 minutes. Cette photo, elle a été faite en 2017 et depuis 2023, 6 ans après, elle est obligatoire. C'est très bizarre, hein, parce que si vous vous rappelez, on a tous l'image quand on revoit des photos de Macron, on se dit « Waouh, qu'est-ce qu'il a vu !»
qu'est-ce qu'il était jeune, qu'est-ce qu'il a vieilli, qu'est-ce que... Et il y a un truc éminemment bizarre, hein, c'est que son portrait officiel, qui a été fait en 2017, eh ben, il a vieilli avec lui. Regardez la photo, c'est phénoménal, c'est le portrait de Dorian Gray. C'est-à-dire qu'on le vit en direct, on le voit, on a cette photo qui n'a pas changé, elle a été prise en mai 2017 par Soisig de la Moissonnière, elle est l'image de Macron aujourd'hui. Alors que nous, on voit tout ce qu'il a changé. Non mais faites l'expérience, allumez des téléphones. Si tu vas dans une mairie aujourd'hui et que tu vois la photo de Macron qui avait été posée en 2017, Macron a la même pose mais a pris la tête de 2025. Exactement. Et pourtant c'est la même photo, elle n'a jamais été décrochée du mur. C'est démoniaque. Bah, non mais moi vous pouvez le constater, vous pouvez le vivre. Vous avez une photo qui ne représente pas la personne que vous pouvez voir dans tous les journaux à cette époque, mais qui le représentait parfaitement à cette époque. Et la photo n'a rien changé. Il y a des mairies qui ont la même photo. Ah, je ne l'explique pas. Si je l'expliquais, je serais très heureux. Je ne l'explique pas, je le constate. Et il m'a fallu du temps pour le constater. Parce que c'est tellement énorme qu'on ne peut pas l'accepter. On n'est pas préparé à ça. Avoir une photo... Enfin, regardez les photos d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, dans les meetings, dans tout. Vous voyez un espèce de gamin qui a un certain type de sourire, un certain type d'allure. Vous le regardez maintenant, vous avez quelqu'un d'autre. Vous le regardez sur son portrait officiel, c'est lui, à chaque époque. Après, Macron à l'envers, Nurcan, c'est mais ça n'existe pas. Non mais je veux dire, c'était joué, enfin, c'est apparu à ce moment-là. Quand certains se sont rendus compte. C'est un jeu qui a été créé par des gens qui ont voulu faire du buzz en fait. Mais c'est apparu au moment où certains ont constaté que la photo, enfin son portrait changeait aussi. Donc je pense qu'ils ont joué là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et vous avez fait le geste tout à l'heure, Albertina, vous avez dit, vous avez montré la petite photo. En fait, moi, j'avais jamais vraiment regardé cette photo. Parce que c'est pas du tout quelqu'un qui m'intéresse, donc... je voulais absolument me protéger au maximum de le voir, parce que c'est pas du tout quelque chose qui est agréable. Et là, il y a quelqu'un, un maire d'une ville, qui se dit la taille du cadre est obligatoire, mais pas la taille de la photo. Et il a l'idée de faire une photo timbre-poste. Et donc évidemment, c'est repris, etc. Mais ça me donne envie de regarder la photo. Parce que j'avais jamais été intéressé par la photo. Mais là, timbre-poste, je me dis, je vais regarder. Et je vous ai dit tout à l'heure, mais j'ai créé une galerie en 2013 qui existe encore, qui a fait des expos partout dans le monde. Donc, moi, quand je vois un tableau, une œuvre d'art, et puis j'ai beaucoup collectionné dans ma vie, bah, je lis. Il y a des gens, ils voient des hiéroglyphes, ils peuvent lire. Il y a des gens, ils voient du japonais, ils peuvent lire, du chinois. Moi, quand je vois une photo avec des codes, tout de suite, je les vois, quoi. C'est comme, vous savez, les champions du monde de rébus ou de mots croisés ou de Scrabble. Enfin, il y a des gens qui ont entraîné leur cerveau, qui a des prédispositions pour ces choses-là. Et là, je vois une photo qui est incroyable. Mais vraiment incroyable. Je me dis... enfin, je suis scotché. En fait, il y a des iPhones sur la photo, il y a des bouquins, il y a une pendule... il y a un encrier, il a une position très particulière, et les mains sont inquiétantes, les arbres derrière lui n'ont pas de sens, parce que vu là où il est, vu d'où est prise la photo, ça voudrait dire qu'il y a des arbres au bout du jardin de l'Élysée qui font 300 ou 400 mètres d'eau. C'est pas possible, enfin vous voyez, c'est Pythagore, quoi. Oui. Ça veut dire le fait d'avoir réduit la photo, tu vois tout ça maintenant, c'est ça? Non, je ne l'avais pas regardé. Oui, mais maintenant qu'on a réduit la photo en timbre-poste. Ah non, mais je l'ai regardé sur Internet. Ah oui. Non, ça m'a donné envie de regarder cette photo puisqu'elle était devenue obligatoire. Donc je me suis dit que ça avait du sens. Si c'était resté une photo un peu anecdotique de quelqu'un de très moderne et qui avait dit non, mais moi je passe 10 fois tous les jours sur toutes les télés du monde et j'ai pas besoin d'être en plus imposé en format papier dans les commissariats, les postes, les palais de justice, les universités, les EHPAD, les écoles, les mairies, etc. Enfin, il est
partout. Mais il est partout à l'écran, il est partout là, il est partout dans les magazines, il est partout en couverture de magazines, il est partout. Je veux dire, à côté, franchement, en Corée du Nord, ils ont tout à apprendre de ce que c'est que d'avoir un président qui s'impose tous les jours en permanence. Si vous regardez le calendrier international de Macron, une semaine, il est avec le roi d'Angleterre, 3 jours avant, il fait un congrès machin, 2 jours avant... En fait, il est toujours à un endroit où c'est quasiment le sommet de l'actualité mondiale. Mais avec des gestes qui ont l'air d'avoir beaucoup d'importance. C'est-à-dire, là où Trump, par exemple, a beaucoup de visibilité, mais il est sur des choses très anecdotiques. C'est rendez-vous avec Netanyahou qui lui dit « tu devras avoir le prix Nobel ». En fait, il est dans une forme de pièce de théâtre un peu vulgaire, un peu grotesque, etc. Alors que Macron, il est royal, entre guillemets. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et il se trouve que je l'aime vraiment pas, si tant est que le mot « aime » est adapté, il reçoit des présidents pour parler de l'intelligence artificielle au Grand Palais, il fait un sommet à Versailles avec les boîtes de la high-tech 10 jours après, il est en Éthiopie, il est au Liban, il est à Washington, il est... Enfin, vous imaginez, il est censé être à peine un petit gars qui comprend rien et il a un calendrier d'activités qui font qu'en fait, l'intensité de sa pression sur nous est continuelle. Continuelle. C'est-à-dire, si vous regardez n'importe quel média, vous êtes sûr que vous parlez de lui sur au moins 3 sujets par jour minimum, peut-être plus. Parce qu'il y a les gens qui commentent les sujets de la semaine d'avant, du mois d'avant, ceux du jour, etc. Il est omniprésent. Et donc je regarde cette photo et là je vous dis carrément, en fait, après je vais passer 5 minutes pour vous décrire, mais il se présente sur cette photo comme s'il était l'antéchrist. Mais factuellement. Et alors, pourquoi? Ben, je vais vous le dire. Mais il se présente comme ça. Et alors, je vais revenir juste un peu en arrière avant de parler de la photo. Je vous ai dit qu'il est né le 21 décembre 1977 à Amiens. Il y a un film qui est paru en 1976 aux États-Unis, avec parmi les acteurs principaux du film, quelqu'un qui s'appelle Gregory Peck, et ça s'appelle Damien. Damien, vous avez compris? La malédiction. Alors ça s'écrit évidemment D-A-M-I-E-N. Ça s'écrit pas D', mais c'est quand même bizarre. Vous reconnaissez que c'est bizarre, non? Oui. Non? Oui, mais quand on a 1 million de coïncidences, ça s'appelle plus des coïncidences. Et on va y arriver, justement. Il s'appelle Damien. Il a un chien. Il s'appelle Damien. Non. Il s'appelle Nemo. Et Nemo, en inversé, c'est Omen. Le film Damien, ça s'appelle Damien, la malédiction, c'est Damien the Omen. Ça, c'est l'affiche du film. Donc quand vous appelez votre chien Nemo et que vous êtes Damien, parce qu'il est Damien, que vous le vouliez ou non, vous êtes d'où? De Lyon, de machin, lui il est Damien. Il est Damien. Non mais... Non, mais ça marche pas, ce serait trop compliqué, il faudra que vous lisiez, parce que c'est très technique, hein. Mais il faudra que vous lisiez des lettres où j'explique Mitterrand, machin, comment tout ça arrive. Mais voilà, il est Damien, son chien s'appelle Nemo. Et d'où vient ce chien? Parce que c'est ça qui est drôle. Après, il faut faire des petites enquêtes. Ils sont à peine élus et Brigitte dit, ben voilà, elle ne pourra pas avoir d'enfant avec lui. Enfin, de toute façon, ils sont mariés depuis longtemps. Non, mais... et donc, ils n'auront pas d'enfant ensemble, mais elle dit, on aura un chien. Et donc, ils appellent
le chenil près d'Amiens et disent, voilà, enfin non, ils annoncent qu'ils prendront un chien dans un chenil quand ils reviendront de vacances à Brégançon. Et qu'ils prendront un chien. Et là, évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent, ils appellent un chenil pour savoir s'ils ont un chien disponible. Puis ils disent, voilà, on aimerait qu'il soit comme ça, c'est Brigitte qui appelle. Et le chenil dit, putain, bordel, on vient de nous apporter il y a 1 heure exactement le chien que vous voulez. Et qu'est-ce que c'est ce chien? C'est un croisé qui en particulier est un croisé griffon. À poil long. Mais labrador aussi, parce que voilà. Alors c'est quoi un griffon? C'est un animal fantastique associé au diable en fait, hein, et qui a été également offert devant les Nations Unies. Donc si vous allez à New York devant les Nations Unies, vous avez un énorme griffon en fait, une sculpture de griffon. Et pardon? Le griffon Cortal. Ouais, enfin je fais. Et enfin voilà, il a une tête d'aigle, un corps de lion, c'est un dragon, enfin des ailes de dragon, etc. C'est un animal fantastique qui prend un peu tous les mythes, vous savez, Sisyphe en fait, qui lui arrache le cœur et qui repousse, etc. Enfin bref. Et mais c'est un croisé griffon qui s'appelle Nemo, qui est tout noir, et qui a toujours un collier rouge. Comme le chien dans Damien la malédiction. Parce que dans Damien la malédiction, c'est Damien, The Omen, mais un des héros du film, c'est un chien tout noir en fait. Et dans Damien la malédiction, il y a un jeune garçon et une dame plus âgée. Mais non, moi je vous raconte. Le film, il a fait plus de vues que Les Dents de la Mer. Enfin, c'est un film incroyable. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a Damien la malédiction qu'il faut voir absolument. Damien la malédiction 2 qu'il faut voir absolument. Damien la malédiction 3 qu'il faut voir absolument. Après, vous pouvez vous arrêter, il y en a un 4e, mais il ne fait pas partie de la même série. C'est quelqu'un qui a... Sauf que les droits de Damien 1, Damien 2, Damien 3, qui sont des films d'horreur incroyables. C'est vraiment des films d'horreur à faire des cauchemars. Devinez qui les a rachetés? Macron? Non. Dali. Non. Walt Disney. Ah, mais c'est ma Sonic ça. Et qu'a fait Walt Disney? Qu'a fait Walt Disney? Ils ont fait Un dessin animé. Damien la malédiction 0. Ah. Comment? Exactement. Avant qu'il soit né en fait. Parce que quelle est la caractéristique? Alors là, c'est spoiler alerte. En fait, c'est pas véritablement un enfant né d'homme. C'est pour ça qu'il n'a pas d'origine. Et donc, vraiment, je vous invite à regarder, c'est fascinant. Et les coïncidences de dates sont incroyables. Et il y a autre chose qui est paru la même année, 76, comme quoi c'est dans l'air du temps à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de savoir qu'arrive le maléfique enfant, entre guillemets, et donc on prépare, on crée une atmosphère en fait mondiale pour accueillir en fait. Peut-être ça vous paraît bizarre ce que je dis, mais en faisant ça en fait vous créez une ambiance qui est beaucoup plus adaptée à ce que la Terre accueille entre guillemets quelqu'un qui serait dans cet esprit-là. Et il y a un autre film qui sort la même année et qui s'appelle Megiddo. Comment Megiddo. Et Megiddo, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean, le lieu de l'affrontement final entre le bien et le mal. Et il se trouve que Megiddo existe, c'est en Israël, c'est sur les cartes, hein, c'est un peu dans le désert. Et qu'est-ce qu'il y a à Megiddo? Il y a des rampes de lancement d'armes atomiques. Bon, enfin bref.
Non, mais parce que c'est tellement gros que... C'est énorme. C'est tellement gros, on nous le dit, on nous le montre, mais en fait, on ne veut pas le croire, en fait. Mais là c'était juste pour vous dire des petits trucs avant de vous reparler de la photo, parce que tout ce que je vous dis, c'est tellement gros que vous en avez oublié la photo. Je sais pas, vous réalisez que vous étiez hyper intéressé par avoir la photo. Je vous donne 2-3 petits détails et vous avez oublié la photo alors que c'est 1000 fois plus. 1000 fois plus. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, quand on commence à regarder ça, en fait, ça n'arrête pas. Avant même de parler de la photo, je vous parlais d'autre chose. Ah, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, et puis je parlais d'autres choses, et puis tac, pap, et j'en ai pas parlé. Je vous ai dit qu'il était le premier président de la 5e République à avoir demandé une passation de pouvoir un dimanche. Et puis après, j'ai parlé d'autres choses, et j'ai pu reparler de ça. Or, un président, comme je vous disais au moment où j'en ai parlé, c'est un employé. Donc il commence sa semaine le lundi, et il bosse jusqu'au vendredi. Et il prend son week-end, et il a des vacances. Alors comme il est président, il a des vacances dans des endroits particuliers, protégés, etc. Tout. Donc il y a la Lanterne, tous ces endroits dont on va peut-être parler. Il y a Brégançon, vraiment des endroits particuliers. Mais lui dit, moi je veux le dimanche. Or c'est très particulier, et puis il ne veut pas à n'importe quelle heure, à 11h. Comme par hasard, l'heure de la messe, le dimanche, le jour du Seigneur... mais le Seigneur, en fait, ça peut s'écrire S-E-I-N-E-U-R, mais ça peut aussi s'écrire S-A-I-G-N-E-U-R. Et donc, c'est le jour du Seigneur. Mais évidemment, lui, il n'est pas le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hollande accepte. Ça se passe le dimanche. Et que fait Macron pour sortir de l'Élysée? Il monte sur un command-car militaire. C'est-à-dire le premier acte de Emmanuel Macron comme président de la République, c'est la guerre. C'est vrai, j'avais oublié. Le premier acte, il monte sur un command-car militaire qui est en principe uniquement utilisé le 14 juillet. Et le 14 juillet, il est invité du chef d'état-major des armées dans le command-car. Ce n'est pas le command-car du président de la République. Il est le chef des armées, il a autorité sur l'arme atomique. Mais il n'est pas le chef d'état-major des armées, il n'est pas le chef des soldats. Il a un poste à part, en fait. Merci, hein. Merci infiniment. Désolé, je vais partir comme ça. Au revoir. Au revoir. Et donc, un command-car militaire. Et il remonte, en fait, les Champs-Élysées. Et plus tard dans la journée, en fait, il va faire un discours devant la pyramide du Louvre. C'était pas un discours, c'était un Et rituel. on a vraiment des images, une mise en scène avec une lumière juste comme un œil au sommet de la pyramide, etc. Il écarte les bras. Et là, vous avez des images qui vont dans le monde entier, d'un Macron sur un command-car militaire et d'un Macron qui fait son discours devant une pyramide. Et donc, tous les gens qui sont un peu liés à des choses kabbalistiques, sociétés secrètes, etc., s'ils avaient le moindre doute, savent que le mec qui compte sur Terre, c'est lui. Ils comprennent directement. C'est-à-dire, vous, nous, moi, on se dit quel con, il a gagné l'élection, il aurait dû être Fillon, ça aurait dû... Non, il y a des centaines de milliers de personnes sur Terre qui savent ce jour-là que ce mec, c'est leur nouveau chef. Il ne va pas le dire, il n'a pas besoin de le dire. Il l'a montré à la face du monde, c'est leur chef. Ils le savaient pour un certain nombre. Mais c'était pas... tout le monde ne le savait pas. Et là, d'un seul coup, il l'affirme en fait. Il nous le dit, mais encore une fois, on ne veut pas le voir. Le command-car, on ne veut pas le voir. Le fait que c'est un dimanche, on ne réalise même pas en fait que c'est un dimanche. Et le fait qu'il se met devant une pyramide avec une mise en scène où il a juste l'image, un œil au sommet de la pyramide, lui, il croise les mains en équerre, etc., etc. Évidemment, c'est trop gros, c'est devant nous. S'il voulait le cacher, ouais, non mais en plus,
Pourquoi est-ce qu'il nous le montre? Parce qu'en fait, plus c'est gros, moins c'est visible en fait. Plus vous l'affirmez, plus les gens l'acceptent, mais moins ils imaginent que c'est ce que vous avez pu vouloir dire. Qui serait assez con pour dire comme ça qu'il est le grand chef suprême des sociétés secrètes, d'un ordre entre guillemets qui a un rôle particulier. Et encore une fois, il va l'affirmer autant de fois que possible pendant tout son mandat. Et il l'avait déjà dit avant d'être élu dans une interview. Il avait parlé de transcendance, etc., de choses qui nous dépassent. C'était une interview pour le Times, des choses qui nous dépassent, de transcendance. Et au moment, juste avant la crise du Covid, il avait dit, la bête de l'événement est là, elle arrive. Ouais, ouais. Non, ça c'est le montage qui dit 3 fois, mais il l'a dit une fois, mais c'est... mais en tout cas, il l'a dit. La bête de l'événement, elle est là, elle arrive. Parce qu'en fait, il dit des choses. Pour que le pacte qu'il obtient de nous soit valable, il faut qu'il nous ait dit toute la vérité. Mais là où il dit le plus de vérité, c'est sur son portrait officiel. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce portrait officiel? La première chose qui marque, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron est devant un bureau qui est une table avec un cuir tout rouge. Alors on voit vraiment le cuir rouge de la table, parce qu'il y a une vidéo qui a été faite par Sibeth Ndiaye qui filme en direct la scène et qui le poste une fois que la photo a été publiée. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un Macron en transe avec des sacs dans lesquels il a des bouquins, il a des objets, et il met ça et il cherche dans un bouquin pour l'ouvrir vraiment à la bonne place, il met ça, et il a 2 iPhones, etc., etc. Il y a véritablement toute une mise en scène très forte de cette photo. Donc on sait que c'est lui qui le fait. Et ça, évidemment, si Sibeth Ndiaye le publie, c'est avec l'autorisation, parce que, encore une fois, il veut s'assurer que les gens sachent que ce n'est pas une photo qui a été voulue par quelqu'un d'autre, c'est une photo qui a été voulue de A à Z par lui. Il n'est pas quelqu'un à qui on a dit « t'es une marionnette, tu te mets là, tu fais ce qu'on te dit ». Non, non, non. Il a pensé à cette photo, qui est une photo qui est tellement parfaite que même des années après, encore une fois, ce que je vous disais, il est le portrait de la photo. Il est autant le portrait de la photo. Et cette photo dit des choses qui sont inimaginables au moment où il fait la photo. Alors, est-ce que c'est de la transcendance? Est-ce que, voilà, moi, c'est ce que je crois. Mais après, chacun, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Et moi, j'ai pris l'habitude de croire ce qu'il nous disait. Voilà, j'aimerais bien ne pas le croire et le prendre pour un idiot, mais il se passe toujours ce qu'il nous dit. Toujours, 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 malheureusement. Quoi qu'il se passe, c'est-à-dire, sur l'Ukraine, tout le monde était persuadé, et moi, j'espérais que ça se réglerait vite avec Donald Trump. Bah, vous voyez le résultat. Sur Gaza, sur tous les sujets, en fait, c'est de pire en pire. Et qui, invariablement, est là à tirer les ficelles de Zelensky, tirer les ficelles de Trump, qui les met ensemble, qui fait qu'ils se disputent, qui fait que Zelensky va à la télé. Et maintenant, on le sait, il ne se cache même plus. C'est-à-dire, Zelensky appelle Macron, Macron appelle, les télés sont là. Attends, Emmanuel, je finis la conférence de presse, je te rappelle, est-ce que je vais finalement voir les télés, etc. Mais le même parle avec le pape, il envoie, là, Zelensky, il y a 3 jours, il était à Castel Gandolfo. Enfin, il était en audience privée chez le pape. Zelensky, il y a 3 jours, il était pour l'inauguration de Notre-Dame, il était, il est partout, il est mis en scène, il a un rôle comme d'autres. Mais c'est véritablement Macron, on sait, qui tire les ficelles de Zelensky. Mais il y a quelque chose de génial dans ce couple, entre guillemets. C'est qu'à chaque fois que des personnes commencent à comprendre ce que je suis en train de vous raconter, il se prend une baffe. Et donc d'un seul coup, tout le monde dit non mais arrêtez, regardez, c'est un petit con, elle lui flanque des baffes, elle lui flanque des gifles. Donc dès que les personnes sont en train de réaliser, de comprendre, et je ne parle pas de nous là, je parle de gens à l'échelle d'État, de gens qui font des fiches, parce que quand vous êtes président d'un pays qui est harcelé de tous les côtés, vous n'avez pas le temps d'étudier beaucoup de sujets bien, parce que vous allez voir les veuves et les orphelins, vous remettez des médailles, vous allez à des fêtes, vous avez des voyages, vous devez compter sur des gens pour vous faire des fiches.
Et donc, des gens qui commençaient à être prêts à faire, par exemple, une fiche avec une consonance eschatologique pour Macron, finalement, au dernier moment, ils vont dire « Putain, ouf, je ne l'ai pas envoyé, je serais passé pour un con. » Vous voyez l'utilité de la baffe. Hein. Tout le monde va vous expliquer qu'en fait, la baffe, mais non, ça veut dire que le couple ne va pas. Mais il n'y a pas de couple. C'est une équipe, c'est un binôme. Ils sont là, en mission, ensemble. Ils sont indissociables. Et vous le savez pourtant, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes amusés à voir la vidéo d'un psy italien qui avait décrit un portrait psychologique de Macron. Sauf qu'il partait sur une base fausse. Il partait du principe que c'était un couple, entre guillemets. Mais si c'était autre chose, toute l'analyse est fausse. On en revient toujours au même. Pour établir un diagnostic, il faut partir de faits tangibles. On prend la température, on écoute le pouls, on regarde, on observe, etc. Et si on se trompe, on ne peut pas faire un bon diagnostic. Donc si vous faites un diagnostic dont les fondements sont faux, vous ne pouvez pas faire un bon diagnostic. Et lui, son diagnostic, c'était le truc va éclater, le mec est un psychopathe, il va péter les plombs, vous allez voir, ça va partir en couille. Et tout le monde attend depuis 7 ans le moment où ça part en couille. Mais ça ne part pas du tout en couille. Chacun, c'est une distribution des rôles fantastiques entre les deux, chacun joue parfaitement son rôle. Si vous regardez les magazines de la visite en Angleterre, c'était Brigitte Macron a effacé, entre guillemets, toutes les femmes qui étaient présentes au dîner en son honneur. C'était pas en l'honneur d'Emmanuel Macron, c'était un dîner en l'honneur de Brigitte Macron. Non mais c'est vachement important. C'était un dîner, pas du couple présidentiel, pas d'Emmanuel Macron, c'était la couronne britannique faisait un dîner en l'honneur de Brigitte Macron, qui n'est pas première dame, qui n'est pas élue, qui n'est pas... Et donc on a statutairement, entre guillemets, petit à petit, cette création d'un binôme avec 2 personnes qui ont une importance équivalente et qui font encore du théâtre. 40 ans après, 30 ans après. Et le théâtre, c'est le fameux truc de l'avion d'Hanoï. Alors, pour l'avion d'Hanoï, pour tout, vous savez, vous avez tous les intellos, machin. On a vu la lecture sur les lèvres ou la lecture. Mais en fait, ils vous montrent exactement ce qu'ils ont envie que vous croyez. Puisqu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on croit l'inverse de la réalité. Ils nous montrent la réalité, mais on doit voir l'inverse. Ils nous disent les choses et on doit comprendre autre chose. Au lieu de se contenter de recevoir le message qu'ils nous envoient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on devient tellement vicieux dans notre manière d'essayer d'analyser qu'on pense que tout le monde est aussi vicieuse. Donc les mecs qui font ça, ou les femmes, ne sont pas capables d'imaginer que le vice ultime, quand on est un spécialiste de l'inversion, c'est de dire les choses. Parce qu'en fait, le diable n'a pas le droit de mentir. Sinon, le pacte n'est pas valable. Donc il suffit de relire la Bible, de relire Saint Jean. Et qu'est-ce qu'on apprend dans Saint Jean? C'est que le diable, il faut qu'il soit dans la maison du Christ. Il faut qu'il soit chrétien, catholique, mais chrétien. Qu'a fait Macron? Après, on revient à la photo. À 12 ans, il a demandé à être baptisé. Bizarre, hein, dans une famille athée, comment il demande à être baptisé à 12 ans? Vous allez voir, hein, c'est partout dans la presse. 12 ans, il demande à être baptisé. Ce qui va lui permettre de rentrer dans une école catholique où il va rencontrer Brigitte. Au même âge, à 12 ans, semble-t-il, il a servi de modèle à quelqu'un qui a fait la fresque et qui était venu apprendre à Amiens de l'Apocalypse qui est à la Bank of America de Charlotte. Et c'est un petit garçon, vous verrez, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Emmanuel Macron dans les photos qu'on a de lui à 12 ans. Et en plus, il a une caractéristique très particulière. Cet enfant dans le tableau, il a une double face. Exactement comme le portrait d'Emmanuel Macron dont je parlerai tout à l'heure. À 12 ans. Donc à 12 ans, il est baptisé. Alors vous vous rappelez qu'il a été élu en 2017 avec un parti qui s'appelait En Marche. Alors déjà, tu as un côté très
On comprend Hein, maintenant. On comprend maintenant. lève-toi et marche. Non, vous vous rappelez un peu Lazare, bref, mort, ressuscité. Et qu'est-ce qui est le nom de son second parti? Renaissance. Et alors là, c'est très intéressant parce qu'il est élu la deuxième fois avec le parti Renaissance. Et il est élu la deuxième fois en 2022. Il est né en 1977. À 12 ans, il a été baptisé. 1989. En 2022, il a été réélu. Il a quel âge dans la vie du Christ? 33. Et qu'est-ce qui lui arrive à 33 ans? Il était donné pour mort par tout le monde. Et il est réélu. Il renaît, entre guillemets, avec le parti Renaissance. Et encore une fois, les gens disent, mais non, mais on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Non, non. Non, non. On peut absolument pas leur faire dire qu'à 12 ans, il décide de se faire baptiser, qu'il choisit son parti Renaissance et que ça tombe pile poil quand il a 33 ans et que personne, enfin, tout le monde pensait qu'il allait perdre. Il n'avait pas d'adversaire, mais tout le monde pensait qu'il allait perdre. Et pourtant, il gagne avec Renaissance à 33 ans dans la vie du Christ. Il est autre chose d'Emmanuel Macron. Il est le premier président de la Ve République à le faire, un portrait officiel de lui comme prince d'Andorre. Pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse de Saint Jean, l'Antéchrist, il doit être prince ou roi. Or, le président français est automatiquement coprince d'Andorre, donc il a le titre de prince, puisqu'en fait il partage ce titre avec un chanoine qui lui ne veut pas le titre de toute façon, donc même s'il est coprince, en fait il est le seul prince en titre d'Andorre. Et il est le premier à avoir fait un portrait officiel de lui. Vous pouvez chercher pour tous les présidents de la Ve République, aucun n'a pris le temps de se faire en coprince d'Andorre. Non, non, Macron l'a fait. Et dans les détails de la photo de coprince d'Andorre, il y a d'autres détails que ceux de la photo comme président, son portrait officiel. Et donc, première chose, dans le portrait officiel, vous avez le visage qui est véritablement coupé en deux net. Alors, s'il y en a qui ont des photos, vous prenez la photo, vous mettez un petit morceau de papier, et vous voyez, il y a un côté, c'est un peu... il a l'air de rire, mais un rire un peu bizarre. Et vous regardez l'autre photo, et il vous fait peur, en fait. C'est vraiment quelqu'un de méchant, mais c'est vraiment très, très dur. Mais c'est totalement symétrisé. Donc, il y a un côté hypnotisant. Mais du reste, excuse-moi, quand on le voit à la télévision, moi, ce mec-là, il m'a toujours fait peur, parce que quand il a un regard fuyant. C'est vrai, quand on le regarde, il n'a pas du strabisme, je sais pas quoi, mais il a toujours un regard très bizarre, très particulier. Enfin, moi, dès le départ, juste moi, ce mec-là, il ne m'a pas mis en confiance, quoi. Pas du tout. Hein. En tout cas, il a cette photo avec le visage qui est coupé en deux. Autre chose, en fait, vous savez, Macron, il a la taille très fine et il s'est fait prendre en photo, plutôt musclé, en fait, costaud, etc. Et là, vous allez regarder la photo, c'est très étonnant. Il a l'air d'avoir une taille plutôt androgyne et des bras extrêmement fins, extrêmement féminins. C'est-à-dire qu'aucun homme, même un homme pas très fort, peut mettre les bras dans la veste dans laquelle il est. C'est vraiment comme s'il avait des tout petits bras. Vous regardez sur la photo et il a vraiment l'air, si on enlève la tête, on se dit c'est un corps de femme. On a vraiment l'impression d'un corps très nettement féminin, taille large et tout. Et c'est vraiment saisissant. Alors que si vous le regardez en vrai, il est très svelte en fait. Il est, et donc vous avez ça. Et là vous regardez ses mains et il y a les deux anneaux aux mains. Mais surtout en fait, il y a une force. On se dit tiens c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il montre une telle force dans ses mains alors qu'il devrait avoir l'air d'être détendu, serein. Il est comme s'il s'accrochait aux mains. Et c'est très très bizarre comme impression. Et donc on ne comprend pas, est-ce qu'il essaie de se retenir, est-ce qu'il essaie... Et en fait la position de ses mains
ne prend de sens que si on fait quelque chose de très particulier. On fait la photo en noir et blanc et on la retourne et d'un seul coup, la position des mains, elle est parfaitement logique. Elle est la même position que vous auriez si vous faites cochon pendu avec vos mains. C'est-à-dire la force et l'attitude des mains collent avec une main qui est en train de retenir quelqu'un qui est à l'envers attaché à ses mains. Et là, vous comprenez qu'en fait, en mettant noir et blanc, vous avez comme une chauve-souris. Parce que bizarrement, derrière lui, vous avez des sapins qui décident des ailes. Et ce n'est pas possible à cette fenêtre-là. Non, mais ce n'est pas possible à cette fenêtre-là. Je vous explique. Le jardin de l'Élysée, il fait à peu près 300 mètres de long et c'est une pelouse. D'accord? Au bout de chaque côté du jardin, il y a des liserés d'arbres, mais sur toute la façade de Champs-Élysées, vous n'avez que de la pelouse. Et les premiers arbres sont tout au bout. La photo, elle est prise du bas. C'est-à-dire, si vous regardez la photo, elle est prise du bas. Donc, quand vous êtes en bas, que vous avez ça comme ça, vous avez un truc qui s'appelle Pythagore, vous avez ça, et donc à 300 mètres de distance, vous êtes à 600 mètres de hauteur. Sauf que ça monte au-dessus de lui. Ça veut dire que même les plus grands séquoias du monde ne peuvent pas apparaître comme ça dans son dos, en fait. Ça veut dire que la photo a été truquée pour que les arbres aient exactement cette position et cette forme dans son dos. Vous comprenez pourquoi ce que je vous explique? On n'est pas dans un jardin où les arbres sont allés à l'Élysée. Vous vous rendez compte, les arbres sont très très loin, en fait. Et comme la photo, vous voyez, elle est prise de bas, c'est logique, hein. C'est clair pour tout le monde. Donc, c'est fait pour ça. Et c'est tellement fortement dit qu'en fait, il nous impose de le regarder. Mais accepter de voir ça, là, je vous le dis, ça fait 2 heures qu'on parle. Il y en a qui sont partis parce que, voilà, je suis désolé, j'avais 2 heures de retard à cause de mon train. Je dis ça pour les personnes qui regardent à l'écran. Mais vous êtes presque prêts à entendre ça. Mais c'est vertigineux ce que je vous dis. C'est surréaliste, en fait. Tu as cette habitude de galériste. Oui, moi j'ai l'habitude de regarder les images. Tableau, exactement. Moi, dans un tableau, je vois les défauts, je vois les forces, les bizarreries, etc. C'est mon métier. C'est vraiment vous montrer un tableau. Voilà, c'est très rapide. Hein. Je fais ça comme je faisais à d'autres époques avec des chiffres, avec des machins, etc. C'est mon truc, en fait. Et donc, là, je vous dis ce qu'on voit au premier abord. Mais après, pourquoi est-ce qu'il y a des téléphones? Pourquoi est-ce qu'il y a un encrier dont la forme ressemble à un clocher sur lequel il y a un coq? Et c'est doré, et c'est 18e, alors qu'on est avec quelqu'un d'hyper moderne qui met des tapis qui s'appellent Soleil Noir, d'autres tapis qui sont des crânes trépanés, enfin des trucs horribles. Hein. Dans l'Élysée, vous avez des têtes trépanées et vous marchez sur des cerveaux. Non. Non, je vous assure. Ils ont refait la déco. Ah non, mais c'est épouvantable. Hein. Et d'autres tapis qui s'appellent Soleil Noir, et j'y reviendrai. Donc ça veut dire que vous marchez la tête à l'envers en fait quand vous êtes à l'Élysée. C'est la famille Adam. Ouais, c'est là exactement. Mais c'est Notre-Dame, la famille Adam. Vous avez vu le mobilier de Notre-Dame? C'est incroyable. C'est la symbolique. Ouais, bon, je pense pas. tout en triangle. Et donc, vous vous dites il y a trop de Ah bah. symboles. Alors moi j'avais vu Je le l'ai truc voté pour lui, direct, hein. mais je vous raconte. Premier symbole, vous avez au fond sur sa droite et donc la gauche de la photo quand vous la regardez, vous avez un encrier, mais qui est un encrier très particulier parce qu'en fait il ressemble un peu à un calice, pas du tout à un petit encrier vers le bas, mais un encrier qui est comme un calice vers le haut, avec un clocher et avec un coq au-dessus. Et il est tout doré, etc., d'une certaine époque. Qu'est-ce que ça vous rappelle ça? Un clocher, un coq, Notre-Dame. Notre-Dame. Avec le coq. Donc on a ça. Sauf que ce coq, il est très particulier. Si vous prenez la photo en haute définition et que vous regardez, en fait, il n'est pas un coq triomphal, il est un coq empalé. Et ça, c'est très très important. Ça se joue à rien, mais un coq, c'est un animal qui est très fier de lui, très. Et donc la pire mort pour un coq, c'est d'être empalé. C'est, enfin voilà. Donc vous avez un coq empalé
au sommet d'un clocher. Il est vraiment empalé, ça se joue à rien, mais je peux vous dire, c'est la différence qui fait. Alors, d'abord, vous avez un clocher. Un clocher, c'est caractérisé par une cloche, et une cloche, c'est, entre guillemets, le premier média. C'est un objet sur lequel on tape et qui fait un son. Vous savez, dans toutes les tribus, c'est les tambours, les troncs creux, les cloches. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On parle à des gens qui sont loin en leur envoyant des signaux. Donc, on a un média, un très très vieux média, la cloche. On sait bien, la France, elle est structurée comme un réseau de clochers. Donc, on peut parler d'une cathédrale, les cloches sonnent, et toutes les églises vont répondre l'information. Et en quelques minutes en France, on peut savoir que le roi est mort, qu'il a été baptisé, qu'il y a une guerre, qu'il y a une annonce. C'est un réseau incroyable, le réseau des cloches. Et la taille des cloches, tout est fait pour atteindre le village suivant. On ne sait pas ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que les cloches, elles avaient un rôle. Alors, on le comprend quand on voit le Seigneur des Anneaux, mais quand on se balade en France, évidemment, on ne veut rien comprendre, en fait. Ça sert à ça. Donc, c'est un média. Comme c'est un encrier, c'est également un autre média, c'est l'écriture. Et là, vous allez voir où j'arrive. Donc, vous avez la cloche, le son, l'écriture. Et l'objet suivant dans le même alignement, c'est un livre de la Pléiade, qui sont les mémoires de De Gaulle, ouverts sur la page de la dissuasion nucléaire. Alors déjà, c'est un livre Pléiade, donc c'est pas une édition originale. Évidemment, à l'Élysée, ils ont l'édition originale de De Gaulle, dédicacée, numérotée, etc. Donc si on aime vraiment les bouquins, quand on est président, on met l'édition originale, dédicacée par l'auteur, tout à l'heure on parlait de Quantique, c'est le livre qui a tout pour lui, quoi. Et sauf qu'il est ouvert à une page très spéciale, puisqu'on voit Macron l'ouvrir véritablement à cette page, et il est là, et il est ouvert. Et là, on a un autre média, c'est l'imprimerie. On est dans l'évolution des médias. Mais qu'est-ce que c'est un livre de la Pléiade? Et vous chercherez, la caractéristique des livres de la Pléiade, c'est qu'ils sont couverts de cuir, et c'est pas n'importe quel cuir, c'est de la peau d'agneau. Donc qu'est-ce que c'est un Pléiade? C'est un agneau écorché, que vous le vouliez ou non. Et donc on a un coq empalé et un agneau écorché. On a deux des trois animaux les plus importants de la Bible qui vivent leur mort la plus horrible. Parce que qu'est-ce qui est plus terrible pour un agneau innocent que d'être écorché, puisqu'en fait ce qui caractérise c'est sa douceur, d'ailleurs il est pris. Et en plus pour les Pléiades, je ne vais pas faire de mauvaise pub, mais les gens disent c'est doux comme un bébé, donc c'est pas à la mode, quoi. Bah, enfin en même temps il n'y a pas d'affaire, hein. Donc circuler, il n'y a rien à voir, hein. Mais c'est, non mais on a quand même encore une coïncidence, Damien, machin, les dates, les noms des partis, le truc, les alignements, parce que ça ne s'arrête pas là. D'un seul coup, qu'est-ce que vous avez dans l'exact même alignement? Monsieur, vous avez le téléphone. Qu'est-ce que vous voyez dans l'alignement? Dans l'alignement, Les portables. deux iPhones. Bah, j'en vois qu'un. Non, faites en grand. Bah, Ils sont deux. ils sont l'un sur l'autre? Oui, Ok. deux iPhones. Vous avez Bah, le perso et le pro, quoi. dans... Ouais, non, mais c'est pas ça. Pas tout à fait. Chez Macron, on est à un autre niveau Vous de avez C'est Apple, sur, c'est Apple, donc c'est massif. sur la photo, le portrait officiel du président de la République française, deux iPhones. Vous imaginez, c'est pas très chauvin. La photo la plus vue, iPhone, il paye 50 millions pour être là, quoi. C'est ce qu'on appelle de l'insertion publicitaire, hein, dans les films. Pour mettre une canette de coca dans une image qui va être vue 2 secondes par 300 000 spectateurs, les mecs ils payent plein. Là, la photo, elle a été vue par 70 millions de Français, des millions de fois, et par tous les gens qui voyagent en France plein de fois. Et il y a... Non, mais et il y a... On voit vraiment que c'est un appel. Ah ouais, aucun doute. Tu vois la pomme, ah non, mais là c'est sur un écran de téléphone, mais quand tu vois en photo, et je vais vous montrer à quel point on voit que c'est un iPhone. Donc on a deux iPhones qui sont posés l'un sur l'autre sur la table. C'est quoi un iPhone? Si vous deviez résumer... C'est Apple.
Non. Diable. C'est quoi? C'est un communication. objet De communication, les qui est nouveaux médias, les fait réseaux en sociaux. métal et en verre. Ah, d'accord. Quels sont les objets de métal et de verre La pyramide les plus symboliques de changement de l'ordre mondial? 2 tours jumelles. Le 11 septembre. On a 2 tours absolument identiques Ah, donc 2 qui sont Ah ouais. à New York et qui sont tombées. Et ça ne s'arrête pas là, puisque pour être sûr qu'on comprend que c'est bien ça qu'il veut dire. Parce que, comme moi je vous le dis, vous dites non, là il divague un peu. Ok, c'est des iPhones, c'est des téléphones américains, ok, c'est des objets en métal et en verre, mais là il va trop loin. Ok, je vais trop loin. Sauf que sur l'écran de l'iPhone, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le reflet qu'on voit sur l'écran de l'iPhone? Prenez-le en haute définition. On voit le coq. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, le coq? Non, il a plus de jambes, Il brûle. il a plus de pattes, il est pile poil, comme s'il était en train de couver au bord du téléphone, au bord de l'écran du téléphone. Pile poil. Il aurait pu être au milieu avec une partie du clocher. Il aurait pu... Non, 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 non. Il est là en train de couver au bord du téléphone. Bah oui, parce qu'on voit pas de pattes, donc c'est comme s'il était... vous avez déjà vu un... Parce que c'est... Il l'a dit très bien tout de suite. Il a dit, il est inversé. C'est quoi un coq inversé? Un coq dans un miroir. L'inverse d'un coq. C'est la poule. Et la poule, ouais, c'est... Parce que comme il avait dit, je pensais que... Donc la poule dans un miroir, enfin le coq, hein, c'est une poule. Et là, elle est vraiment en train de couver. Et qu'est-ce qu'elle couvre? Un téléphone. Mais non, un œuf. Vous avez 2 téléphones qui représentent un 11 et une poule qui coule un œuf. 11-9. C'est quoi le 11-9? Le 11 septembre. Mais c'est pas trop fort, c'est ce qu'il nous dit. Sur la symbolique. Hein, C'est ce qu'il nous dit. Vous imaginez la difficulté d'avoir le reflet. les horaires localisés. Non, mais vous imaginez la difficulté d'avoir le reflet sur le téléphone au millième de C'est juste millième. pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible, c'est un montage. C'est pas possible. Donc ça veut dire. À cette distance, c'est pas possible. Non, mais ça veut dire que le Ah, le coq reflet peut pas être là. a de l'importance. Donc c'est pas le coq puisque c'est son image dans un miroir. Donc c'est son double. Le double, c'est le double féminin. Nan, nan, bon, bref. Et donc, mais si jamais on a vu le moindre doute, Non, mais vous allez voir. Non, non, mais Non, mais ok. si jamais, qu'est-ce que ça caractérise le 11 septembre? La première chose qui arrive dans la foulée du 11 septembre, c'est quelque chose qui s'appelle le Patriot Act. Direct. C'est comme s'il était déjà dans les cartons, ça sort immédiatement. Quelle est la caractéristique du Patriot Act? Il n'y a plus de vie privée. État d'urgence. Ça veut dire que l'État s'autorise à espionner légalement, ce qui n'était pas le cas, on a vu Nixon, etc., toutes les communications. Donc en fait, on est à la naissance du cloud et l'État dit, voilà, le cloud, c'est le domaine dans lequel, puisqu'il y a du terrorisme intérieur, puisque c'est ce que caractérise le 11 septembre, donc pour lutter contre le terrorisme, on est obligé de se méfier de tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la tête de Macron? Et vous trouvez normal qu'il y ait des nuages au-dessus de la tête de quelqu'un? Le cloud. Et donc il nous envoie tous les signes pour être sûr que si on n'avait pas compris que c'était bien... Non mais vous voyez ce que je veux dire? J'entends, d'autant que oui, c'est pas, ils se sont fait chier à mettre des nuages. Exactement. Non mais surtout qu'on voit que c'est des nuages qui sont vraiment centrés sur lui. C'est pas un ciel nuageux. C'est des nuages qui sont là pour dire... En gros, il y en a d'autres qui le savent. On est... Non, attendez, là vous êtes 21 là. Enfin on était plus, mais maintenant on est... Attendez, ça s'arrête pas là. Parce que... Non. Attendez, laissez-moi juste continuer. Laissez-moi juste continuer. Donc on avait la cloche. D'accord? Ensuite on avait l'écriture. Ensuite on a la graphologie, enfin l'impression. Et là maintenant on vient d'arriver au multimédia avec les iPhones. Parce qu'ils ne sont pas simplement le symbole du 11 septembre et de la possibilité de savoir tout ce que pense tout le monde, la fameuse transcendance. Là on a un iPhone. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui est dans le même alignement? Le didino.
Ah bah moi, il y a de la pub. Non, 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 non. Dans la continuité de sa main ah oui, la loupe. L'alliance. Et que dit Yuval Hariri dans une vidéo qui a été très connue, très reprise avec Klaus Schwab, et que dit Klaus Schwab dans d'autres vidéos? Il dit qu'un jour, dans un anneau, on aura toute l'intelligence de l'humanité, on aura la maîtrise de toute l'humanité. Et Macron a pile poil, dans l'alignement de la croissance de la force des médias, un anneau. C'est pas moi qui l'ai mis là. Et c'est l'anneau de sa main droite. Hein. C'est pas l'anneau de son mariage, c'est l'anneau que tout le monde lui dit, c'est quoi cet anneau? Et vous avez toute la convergence des infos, puisque la photo nous dit que cet anneau, il est au-dessus du multimédia. Donc c'est au-dessus de l'intelligence artificielle, c'est au-dessus de tout. Et donc c'est l'anneau du Seigneur des Anneaux, du machin, enfin, etc., etc., etc. Mais il n'est pas là par hasard. Regardez, vous prenez la photo, vous faites un trait, et ça arrive pile sur l'anneau. Mais c'est l'anneau de sa main droite. Ouais. Parce qu'il en a un à gauche et un à droite. Et la main droite, c'est la main du pouvoir, et la main gauche, c'est la main du cœur. Donc c'est. Et tout le monde s'est demandé ce que symbolisait cet anneau à sa main droite. Et il n'a jamais répondu en disant c'est comme ça, etc. Mais en fait, c'est peut-être une coïncidence. Non. Mais là, à un moment, les alignements de coïncidences, c'est beaucoup. Mais ça ne s'arrête pas là. J'en ai une. Non, mais je vais en faire une. Est-ce que je peux en tenter une? Oui. L'horloge, l'heure, 20h20, heure miroir, nous dit de se détacher de notre passé et de lâcher prise. Et alors, c'est très intéressant. Parce que. Oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il veut mais qu'on fasse, cette heure, Tanguy, hein. 20h20, les aiguilles sont comme ça. Elles sont en pyramide et elles sont comme ça. Alors, non, mais ce que vous avez dit est totalement vrai. Il fallait le dire, ça fait partie de l'analyse de l'image. Sauf qu'en fait, quand vous connaissez l'horlogerie, quand on présente une horloge sur une photo, en fait, exactement, c'est 10h10. C'est pas 20h20, c'est 10h10. Pourquoi? Et là, on revient au Christ, parce que les horlogers sont des gens qui croient. Et donc, ils savent qu'il faut toujours arrêter une photo dans la position du Christ parce qu'il ressuscite. Eh bien oui, l'horloge va redémarrer si elle est arrêtée dans la position du Christ crucifié. Et si elle est arrêtée dans la position inverse, non mais c'est le pire blasphème, hein, puisque l'inverse, la croix retournée, on sait tous que c'est le symbole satanique. Comme on sait que la position naturelle d'une horloge qui s'arrête. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit l'horloge quand Sibeth Ndiaye tourne. On voit, et l'aiguille ne bouge pas en fait. C'est-à-dire la photo finale et les photos qu'elle fait très longtemps avant la photo, l'horloge, elle est bien arrêtée. Et elle est arrêtée sur ce signe. Maintenant, si vous regardez Macron, dans tous ces moments importants, même à l'étranger, amusez-vous à regarder au sommet du G7, etc. Qu'est-ce qu'il a avec lui? Une horloge mécanique. Et il la pose toujours. Vous regardez, à chaque fois qu'il fait une photo qui a un moment important, il a ce qu'on appelle une horloge d'officier. Et qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, il est le maître des horloges. Dieu est le maître du temps. Et lui, il est le maître des horloges, en fait. Donc, il est celui qui contrôle les rouages. C'est lui qui contrôle, en fait, l'ordonnancement des choses qui se passent sur Terre. Mais non, parce qu'un homme ne peut pas faire tout ce que je vous dis. Ce n'est pas possible. Il est habité. Bien sûr, mais c'est impossible de faire tout ça. Il ne peut pas demander à 9 ans de faire ça pour rentrer dans telle école. Il ne peut pas renommer. Vous savez que pour que ce que je viens de vous dire sur les années-écoles, alors qu'on est passé du septennat au quinquennat, il fallait absolument qu'on passe au quinquennat. Mais pourquoi justement? Pour qu'il soit réélu à 33 ans. C'est ça le truc. C'est que tout le monde est... Non mais vous plaisantez, ça date pas de... Mais justement, c'est bien ce que je vous dis. Ça dépasse complètement Macron. Ça dépasse complètement Macron. Et qui est fait passer du septennat au quinquennat? C'est Giscard, non?
Oui, je crois. C'est Mitterrand. Et qui a fait la pyramide? Et qui a fait la Grande Arche de la Défense? Et qui a fait brûler Notre-Dame? Eh ben, c'est Macron. Ah oui. Parce que tu le vois avec Édouard Philippe en train de rigoler. Ils sont devant la cathédrale. Non mais juste un truc. Je n'ai pas pu suivre le lien que vous faisiez entre Mitterrand et Macron. Vous allez voir. Ah ben non, mais le lien il est énorme. Vous savez où? En fait, Mitterrand, il allait à la roche de Solutré. Oui. Faire quoi? Où va Macron se recueillir? À la roche de Solutré. Sur la tombe de Mitterrand. Il vénère son maître. Non mais vous regardez sur internet, Macron, Jarnac, machin, et quelle est la caractéristique du caveau? Alors déjà en plus c'est à Jarnac, il a été mis avec un corbillard 666, quelle est la caractéristique du caveau? Du caveau? Une colonne tronquée là? Non, comme à Amiens. Ah bah le truc, le sceptre à l'envers. C'est vrai. Sauf que là c'est pas une rosace, donc il n'est pas inversé, il est dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans un caveau, on ne regarde pas en haut, on regarde en bas. Et quelle est l'image de quelque chose qui est à l'endroit quand c'est projeté au sol? C'est à l'envers. Mais ce sont des démons. Mais oui. Mais bien sûr. Bah oui. Mais parce que vous le voyez là. Mais ça, faites sur internet. Macron, caveau, Mitterrand, machin. Oui. Maintenant, on revient en arrière. Où est-ce qu'il a été enterré, Mitterrand? À Jarnac. Ouais. Mais sa messe d'enterrement. Amiens? Non. À Notre-Dame. Parce qu'il est passé par l'église. Il est passé par l'église. Et qui était présent à Notre-Dame pour les obsèques de Mitterrand? La terre entière. La terre entière. Mitterrand était tellement important, tellement reconnu parce qu'il avait fait d'ésotérique avec la pyramide, avec la Grande Arche de la Défense. Et là, je ne peux pas vous décrire, mais la Grande Arche de la Défense, c'est quelque chose qui s'appelle un tesseract. Donc c'est un cube dans un cube parfait dans un cube parfait, mais sauf que c'est un cube vide. Or, dans tout ce qui est religion, vous savez, je ne sais plus qui... Ah ben non, c'était quelqu'un avec qui j'étais dans le train, et qui me disait que son père revenait du Hadj, du pèlerinage à la Mecque. Et vous savez, vous avez le... Voilà. Mais qui est plein, en fait. Et là, on a un cube blanc, donc l'opposé. Et en fait, c'est un trône. Mais bon, je ne peux pas rentrer dans le détail, parce qu'il faut à peu près 10 pages pour l'expliquer très sérieusement. Pardon? C'est le trône du diable. Bien sûr. Il a préparé. Bien sûr, bien sûr. En fait, mais il faut savoir que l'architecte qui a fait ce cube, qui était censé être une arche, etc., a été choisi par Mitterrand, alors que le mec était dans un petit cabinet au Danemark, complètement inconnu, incapable de faire un tel projet. Il est mort avant la fin du projet, un peu comme les architectes des pyramides, comme les architectes de tous ces gens-là, donc il est parti avec ses secrets, parce que c'est pour qu'une œuvre architecturale soit au sommet de son potentiel, parce que c'est beaucoup plus important, en fait, la Grande Arche que la pyramide. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, vous avez un axe qui démarre avec la pyramide, et ça, c'est ce qu'on croyait. Donc, vous avez la pyramide, le carrousel du Louvre, l'obélisque, la Concorde. L'Arc de Triomphe. L'obélisque, c'est la Concorde. L'Arc de Triomphe, et vous avez la Grande Arche. Sauf que la Grande Arche, elle est très légèrement décalée. Elle n'est pas dans l'axe. Et alors, ils ont dit, non, mais on a décalé parce que, à cause du métro, à cause des machins. Le truc, c'est un carré. Bref, ça ne marche pas. En réalité, si vous prenez le décalage de la Grande Arche, et que vous arrivez à la pyramide, où est-ce que vous amène la ligne droite? De l'axe de l'arche? Non, depuis la pyramide. Eh bien, ça vous amène à Notre-Dame. Oui, c'est fun, ça. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Notre-Dame? Elle a été brûlée. Et qu'est-ce qu'a fait Macron? Il nous l'a dit.
il a réinventé Notre-Dame. Il a rebâti Notre-Dame. Il a reprogrammé Notre-Dame. C'est-à-dire qu'en fait, il a mis Notre-Dame dans le même schéma, entre guillemets, énergétique, ou appelez ça comme vous voulez, que la Grande Arche. Et en fait, on a ce dialogue de trône. Et qu'est-ce qui s'est passé à Notre-Dame? En principe, un président de la République n'a pas le droit de parler. Non, mais justement, je crois qu'on ne lui a pas autorisé à parler à l'intérieur. C'est pas du suivre l'actualité. Ah bon? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les complotistes avec lesquels j'ai pas forcément des bonnes relations ont pris beaucoup d'argent pour aller faire des procès pour obtenir, soi-disant, qu'il n'irait pas là-bas. Évidemment, non seulement il y allait, mais il l'a fait 2 fois. Il l'a fait une première fois avec les gens du chantier, et il ne s'est pas contenté d'aller parler devant eux. Ils se sont mis en multiples cercles concentriques autour de lui, comme un égrégore d'énergie, et pas un endroit neutre dans l'église, puisqu'il était juste en décalé en fait avec le cœur de la nef, mais un endroit important en fait de l'architecture de Notre-Dame. En fait, il était exactement à la verticale de quoi? Ouais, du coq qui est devenu, par ailleurs, un phénix. Parce qu'en fait, il ne se contente pas de désacraliser, il met même un animal fantastique. J'ai sauvé Notre-Dame et elle est renée de ses flammes, donc c'est un phénix. L'animal mythologique. Donc on avait un griffon, maintenant on a un phénix, on a... Vous voyez un peu la dissonance de l'orgue. Oui, mais ça, c'était une bonne nouvelle, puisque ça voulait dire que l'organisme, son rôle dans une ouverture, c'est de décrire l'ambiance. Oui, voilà. Et il était parfait. Et il nous a dit ce qui se passait. Il nous a dit que l'ambiance était diabolique. C'était horrible, parce que tout était faux, tout était dissonant. Et c'était ce qu'il devait faire. Et il nous a raconté ce que l'orgue disait. L'orgue nous a dit dissonance totale. On n'est plus. Ça aurait pu être très harmonieux, et c'était très disharmonieux. Mais c'est ce que doit faire l'orgue ce jour-là. Et Macron était ravi. Il avait un sourire quand l'orgue a joué comme ça. Waouh! C'était horrible. Tout le mobilier était changé aussi. Tout le mobilier, même si il pas brûlé, ils ont tout remis avec des symboliques de maçonnique, les triangles, les yeux, les machins. Ouais. Et donc, alors je vous raconte quelque chose qui va vraiment vous plaire, je pense. Après, on fera une petite pause et après, questions-réponses. Mais le jour de la cérémonie, le jour de la cérémonie, vous vous rappelez, il y a Donald Trump, mais il est venu sans sa femme. Il y a Elon Musk, il est venu sans son fils. Alors, vous imaginez, si c'était vraiment l'inauguration de Notre-Dame, Donald Trump, il vient avec toute sa famille. Il les a protégés. Voilà. Si Elon Musk, il vient pour l'inauguration de Notre-Dame, il vient avec son fils sur les épaules. Il est trop fier. C'est quand même mieux que la Coupe du Monde de football. Faire renaître, entre guillemets, comme l'a proposé Macron, Notre-Dame, c'est pas du tout neutre. Alors juste en passant, il y avait 760 millions d'argent qui avaient été obtenus pour la rénovation de Notre-Dame. Ils n'ont dépensé que 666 millions. Pour une fois qu'ils font des économies. Oui, mais tout ça, ce sont des fonds de gens de la... Non, mais 666 millions, le reste n'a aucune importance. Et donc, à cette cérémonie, on se rappelle tous de la tenue des évêques et du cardinal Ulrich. Mais lui, cardinal Ulrich, il a un sceptre. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce sceptre? Voilà. Avec le haut du sceptre, il faut le faire avec le bas. Il a fait quoi? Non, il a fait l'inverse. Il a tapé avec le bas ou le tapé avec le haut. Il doit frapper avec le pied du sceptre. Non, non. En fait, on lui a donné un sceptre piégé. Au sommet du sceptre, il y a une boule de verre. Et au dernier moment, on lui dit, tu ne pourras pas taper
avec la crosse, puisqu'on tape avec la crosse comme avec une canne, parce que c'est la partie propre en fait. Et lui, il a fait l'inverse. C'était très vulgaire en fait. Il a tapé avec le truc qui est dans les crachats, dans la rue, etc. Il a tapé avec le... Et surtout, en fait, ce qui est un comble de tous les combles possibles et imaginables, enfin, tous les curés, tous les évêques du monde, tout le monde a dû être hyper choqué. Quand il fait cette cérémonie du sceptre, oublions même qu'il l'inverse en fait. Il utilise le pied au lieu d'utiliser la crosse. Il est censé réouvrir l'église qui est censée être entièrement vide. Et là, l'église, elle est pleine. Ils étaient déjà tous rentrés dans une église qui est censée être ouverte pour la première fois. Et donc, on n'est que dans l'inversion. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une pièce de théâtre très humiliante d'une église qui ment, puisqu'il annonce la réouverture d'une église qui est déjà réouverte. Donc, en fait, pour que Macron puisse avoir la cérémonie qu'il veut, il demande à Monseigneur Ulrich de faire une série de blasphèmes. Petit 1, il tape avec la crosse, il tape avec le pied. Petit 2, il fait semblant d'ouvrir une église qui est déjà pleine. Ce qui est horrible, hein, parce que ça veut dire que quand il fait cette cérémonie, c'est pour désenvoûter le lieu. Or, le lieu, il est déjà plein. Donc, il a demandé à des gens d'aller dans un lieu pas désenvoûté, parce que c'est à ça que sert la cérémonie qui avait lieu ce soir-là. Il faut savoir que toute l'existence d'une église, elle est basée sur le combat entre le bien et le mal. Le baptême, c'est un acte de désenvoûtement. La réouverture d'une église, c'est un acte de désenvoûtement. Et ensuite, il y a la consécration. Donc, vous désenvoûtez l'église, et ensuite, vous consacrez l'église. Mais vous ne faites pas les choses en même temps. C'est pour ça qu'en fait, il y a une première ouverture, entre guillemets, de l'église, mais où il ne devait pas y avoir personne dedans. Tout le monde devait être dehors. C'est pour ça, en principe, il y avait une tente, mais Macron a obtenu, on ne sait pas comment, qu'il soit dedans, et que ça ne soit plus une réouverture d'église, parce qu'en fait, il l'avait déjà fait, une semaine avant, avec les bâtisseurs de l'église. Et il l'avait déjà fait même une semaine avant. En fait, c'est 3 fois 6 jours. Non, mais vous regardez les dates, vous verrez. Et en fait, c'est son sacrement à lui. Et si vous regardez son discours, d'un côté sacrement, il ne parle que de sacrement, en fait. Napoléon, Louis XIV, etc., etc. Il n'est pas du tout dans un président de la Ve République en guerre. Et qu'est-ce qu'il annonce aussi? Et ça, c'est vraiment hyper, hyper, hyper important. Quelques semaines avant l'inauguration de Notre-Dame, il dit, vous verrez, après la réouverture de Notre-Dame, enfin après sa réinvention, le monde aura changé définitivement. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit de la réouverture de Notre-Dame? Il s'est passé un événement inimaginable. Tout le monde le sait, mais on a oublié. Le régime syrien est tombé. Et c'est quoi la conséquence de la chute du régime syrien? Ben, c'est ce qui est en train d'arriver à l'Iran, c'est ce qui est en train d'arriver par effet de conséquence à la Russie. Ce jour-là, plus qu'aucun autre monde, aucun autre jour, on a eu un changement géopolitique d'une importance inimaginable, qu'évidemment la plupart des gens qui vont vous parler ne mettront pas en avant, puisqu'ils considèrent que l'Iran vient de donner une raclée à Israël. Bon, après, moi je ne vais pas faire ça peut-être dans les questions-réponses. Je vous assure que la chute de la Syrie cette nuit-là est un événement géopolitique d'une importance inimaginable, et ça n'a pas eu lieu la veille, ça n'a pas eu lieu le lendemain, ça a eu lieu exactement comme Macron l'avait annoncé, la nuit, le jour exact de la réouverture de Notre-Dame. Vous vérifiez, hein, c'est le jour exact, et il l'avait annoncé des mois avant, alors que personne ne pouvait imaginer à ce moment-là que la Syrie allait tomber aussi vite, alors qu'elle était soutenue par la Russie, qu'il y avait des bases militaires, qu'elle était soutenue par l'Iran, qu'elle était soutenue par le Hezbollah. Mais il y a eu tout un cycle qui s'est passé. Il y a eu en septembre l'assassinat de Nasrallah. Quelques semaines avant, il y avait eu les 5000 attentats au pager, etc. Donc il y avait eu
l'effondrement du Hezbollah. À l'époque, je l'avais dit, mais tout le monde m'avait dit, t'as rien compris, tu connais rien, ils vont renaître 10 fois plus fort. Bah, ils sont toujours pas renés, et ils renaîtront jamais, puisqu'en plus, maintenant que la Syrie est tombée, parce qu'ils n'ont pas pu aider la Syrie, et l'Iran, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait eu quelques temps avant la mort de Raisi, donc le président iranien, dans un accident très étrange d'hélicoptère quand il revenait d'Azerbaïdjan. Tout le monde se rappelle cet accident très étrange. Il a été remplacé dans le cadre d'élections très rapides par un chirurgien qui est quelqu'un qui a passé sa vie dans des congrès médicaux, à visiter dans des beaux hôtels, dans des beaux restaurants, etc. Donc qui est complètement vampirisé par les la société occidentale. Qu'a fait ce président? Premier rendez-vous géopolitique majeur, il est allé aux Nations Unies, à peine dans la foulée de son élection. Qui est-ce qu'il a rencontré? Il y a toutes les photos, il y a tout. Réunion avec Emmanuel Macron. Et cette réunion, en fait, il y a les photos, donc il y a les Iraniens, il y a les Français, ils sont autour d'une table, ils parlent, et on voit vraiment dans les photos qu'il admire complètement Macron. On voit dans son regard à ce nouveau président américain qu'il est complètement sous le charme de Macron. Iranien. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils sont en train d'évoquer la guerre en Libye, au Liban. C'est le moment, en fait, on est en septembre, où il y a beaucoup de bombardements, et c'est un moment où on parle de paix. C'est-à-dire les Américains, les Français disent il faut que ça s'arrête, il faut faire la paix, etc. Et donc Macron dit c'est bon, j'ai vu avec Trump, pas avec Trump, mais avec Biden, j'ai vu avec Netanyahou, j'ai vu tout ça. N'aie pas peur, tu peux leur faire passer le message. Eux, je vous rappelle, ils ont eu les attentats terroristes, ils n'ont plus de pager, ils n'ont plus de machin, les gens du Hezbollah. Mais là, Péchinor appelle son général immédiatement, il dit c'est bon, j'ai la garantie de Macron, ils peuvent se réunir pour se mettre d'accord sur les conditions de paix. Et que font-ils? Ils vont se réunir, ce qu'ils font jamais, tous ensemble. Le général Niforoucham, le nouveau patron depuis l'assassinat de Soleimani des gardiens de la Révolution, avec une vingtaine de généraux et hauts gradés vont là-bas. Il y a toute la tête, tout l'état-major du Hezbollah, les blessés, Nasrallah, etc. Et le lendemain, je crois, ou le surlendemain de cette réunion entre Macron et le président iranien, il y a les bombardements de Beyrouth dont tout le monde a entendu parler, plus de 1500 morts, Nasrallah mort, Niforoucham, donc le plus haut gradé de l'armée iranienne, et depuis ils en ont perdu plein d'autres, hein, comme vous avez pu le suivre, meurt. Et l'ayatollah Khomeini, et c'est la seule déclaration vraiment par Khomeini Ramenai, intéressante en fait, qu'il ait faite depuis, dit on a été trahis. Parce qu'en fait, ils ont fait confiance. Vous savez, c'est toujours le même discours, on va faire la paix, on va faire un machin, les mecs lèvent leur garde parce qu'ils ont envie de croire à ça, ils meurent. Et quelques jours après, que fait Netanyahou? Parce qu'en fait, c'était l'argument massue qu'avait utilisé Macron. C'est-à-dire, de toute façon, Netanyahou est ici, donc il n'y aura aucune décision de frappe ou de machin, puisqu'il est là. Et Netanyahou poste sur son compte Twitter une photo de lui, avec 2 mecs de son état-major, devant un ordinateur, dans l'ambassade d'Israël, ou dans je ne sais pas quel endroit, à New York, en train de donner les ordres pour faire le bombardement. C'est-à-dire que le truc était prévu depuis super longtemps, tout était synchronisé. Il y avait eu la danse du ventre du style, voilà, on va faire la paix, tout est bon. Il y avait eu le machin, le nouveau président qui a envie d'y croire. Eh bien, lui, il n'a toujours pas compris. C'est-à-dire que l'Iranien, il n'a toujours pas capté le truc. Et à tel point que, dans la suite, quand vous vous rappelez, le 17 janvier, 3 jours avant que Trump prête serment, les Russes, parce que comme Trump n'aime pas tellement les Iraniens, ils avaient pris les devants, et ils annoncent qu'ils signent un contrat majeur avec l'Iran, qui inclut des clauses de défense, commerciale, éducation, etc.
Sauf qu'on a découvert là, il y a quelques jours, par Poutine en personne, que le fameux président iranien, qui avait convaincu les mecs de se réunir à Beyrouth, etc., parce qu'il était, voilà, et puis les autres lui ont fait confiance, et donc ils sont tous tombés dans le piège, a décidé que ce truc-là, c'était une annexe qui signerait plus tard. Et il n'a jamais signé les clauses de défense avec la Russie. Donc l'Iran n'a jamais été dans une situation où la Russie pouvait intervenir parce qu'il n'y a pas d'accord passé, validé, etc., etc. Et donc, ça s'est passé à ce moment-là. Ça a duré depuis. Et l'explication, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont demandé pourquoi il a fait ça. Eh bien, c'est de nouveau Macron. Parce qu'en fait, il a convaincu le président iranien que s'il était tellement lié à la Russie, qui était vraiment l'ennemi majeur de l'Europe, que Poutine c'était un tyran, que machin, et que lui savait parce qu'il avait été en Europe, dans le monde libre, dans le machin, etc., etc., etc. Comment l'Iran pouvait espérer sortir des sanctions si l'Iran était au sein d'un conglomérat militaire dont la Russie était le chef? Donc lui s'était dit, ah putain, Macron m'a sauvé la vie, j'allais signer le truc, j'allais être enterré avec les Russes, alors que là, ne signant pas cet accord militaire, je vais pouvoir sortir mon pays des sanctions. Bah, on a vu le résultat. Hein. Donc en gros, on ne discute pas avec les diables. Le maître du monde, c'est ça? Non, pour détruire. Hein, pour détruire. Mais le maître, ouais. Ça peut être non, non, c'est vraiment un monde sans humains en fait. Ouais. Créé par quoi? Ah ben ça, je sais pas encore. C'est un bébé éprouvette? Je reviendrai après l'été.